Samedi 14 avril, c'est aujourd'hui le festival des vins IGP Méditerranée. C'est le festival Hors les Vignes, édition 2018. À vous tous et toutes, bonjour. Bienvenue sur le grand plateau de la Friche Belle de Mai. Depuis ce matin, 11h, nous avons la joie de vous présenter des trios, des artistes, des vignerons, des chefs cuisiniers, des gens passionnés qui nous font vivre des expériences parfois déconcertantes, toujours délicieuses, en tout cas instructives. Je vais vous demander, pour cette performance-là, qui concerne le trio IGP Alpi, de respecter le silence le plus total. Et pour la pleine réussite de ce qui va suivre, je vous demande de vous livrer et de suivre exactement les consignes qui vont vous être données. Si vous acceptez ce pari, je vous propose de vivre une expérience d'hypnose collective avec, comme dit Meglio, bonsoir, comme bonjour. Alors le but de cette... Je vous confie comme, soyez sage avec lui, il ne mord pas. Ah, pardon. Jouez le jeu, on a fait ça en répétition à plusieurs reprises, c'est tout simplement bluffant. Si vous arrivez à rentrer dans le jeu, vous allez voir, ça va être particulièrement plaisant. Bonsoir. Le but, ça va être simplement de se laisser aller, de donner le meilleur de soi-même possible pour passer le meilleur moment possible, pour vous laisser guider par ma voix et peut-être venir dans un voyage intérieur et avec votre imagination, libérer vos sens, mettre vos sens en éveil pour pouvoir recevoir tout l'amour du chef, de Ludovic, qui a préparé les bouchées, tout l'amour du viticulteur Lionel, qui a fait ce merveilleux vin, et vous laisser bercer pour passer le meilleur moment possible. Donc je vais vous inviter à prendre conscience de votre corps, de votre place sur la chaise, des présences autour de vous, peut-être de ce qui vous a amené ici, du rythme de votre respiration. Et quand c'est le bon moment pour vous, de fixer un point, peut-être l'écran ou ailleurs, et voir toujours plus de détails de ce point, à mesure que vous respirez et que vous prenez conscience des bruits environnants et des présences autour de vous, au repos. Prendre conscience de votre bassin sur la chaise, de vos cuisses. Prendre conscience de vos pieds ancrés dans le sol. Dans ce que je vous raconte, vous pouvez prendre seulement ce que vous voulez, comme un buffet, ce qui vous nourrit. Laissez de côté le reste. Continuez à laisser gonfler votre corps et expirer. Toujours voir plus de détails dans ce point et vous servir des bruits environnants pour toujours plus vous laisser aller. Et à votre rythme, vous pourrez fermer les yeux et continuer à voir ce point à travers vos paupières. Continuez à sentir votre respiration et celle de toute la salle au repos qui s'apaise à votre rythme, au rythme de votre respiration, toujours plus profonde. Prenez à nouveau un moment pour vous sentir bien dans votre corps, sur la chaise. Sentir l'air qui caresse votre gorge, vos poumons, et qui vient vous bercer de sa douce énergie. Sentir cet air qui vous enveloppe autour de vous et à l'intérieur. Et sentir votre corps toujours plus au repos. Le bas du corps, les pieds bien enracinés, le haut du corps, les épaules relâchées. Le cou peut-être et la tête. Et sentir votre corps qui grandit avec votre inspiration et qui grandit avec la conscience que vous en avez peut-être toujours plus accrue. Prenez un moment pour vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre chaise, à l'intérieur de vous. Et à votre rythme, vous pouvez, si vous voulez, imaginer un escalier qui descend. Descendre cet escalier au rythme de votre respiration vers un endroit agréable. Un endroit accueillant, dont progressivement, au rythme de votre respiration, vous pouvez imaginer
les différentes qualités nourrissantes et apaisantes. Peut-être que c'est la lumière qui est rayonnante ou tamisée, ou je ne sais pas. Peut-être que c'est l'air qui porte cette lumière et qui vous enveloppe, dont vous pouvez noter les qualités, la chaleur, le frais peut-être, ou n'importe quelle sensation. Peut-être aussi les odeurs que cet air porte. Peut-être que ce lieu est un lieu imaginaire ou un lieu de souvenir. Imaginez toutes les raisons, toutes les qualités pour lesquelles vous vous sentez bien dans ce lieu. Toutes les sensations qui font que vous pouvez, dans ce lieu, donner le meilleur de vous-même, vous ouvrir complètement. Accueillir avec vos sens ce lieu qui vous enveloppe au rythme de votre respiration. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que laisser faire. Progressivement ouvrir vos sens, sentir tout ce lieu vous envelopper, toutes ses qualités. Ce lieu où vous êtes chez vous, vous vous sentez bien. Vous pouvez modifier ce lieu également pour vous sentir encore mieux. Ajouter des choses, des objets, des présences, des sensations. Vous balader. Sentir votre présence avec votre corps et vos sens, l'odorat, le toucher, la vue. À l'intérieur de votre corps et au rythme de votre respiration, vous sentir enveloppé, envahir par toutes ces qualités nourrissantes et ressourçantes. Et peut-être que vous sentez dans une zone particulière de votre corps l'énergie de ce lieu, à votre image. Et au rythme de votre respiration, vous pouvez faire grandir cette zone si vous le voulez, pour vous laisser totalement envahir et envelopper par cette sensation apaisante et douce. Notez toutes les raisons, toutes les choses, toutes les sensations qui font que vous êtes bien dans ce lieu, où vous êtes chez vous. Et notez qu'à tout moment, vous pourrez y revenir pour ressentir cette énergie, cette présence, ces sens ouverts et accrus. Vous pouvez complètement vous ouvrir dans ce lieu où toutes les sensations sont bonnes. Accueillir tous les sons de ce lieu comme autant de raisons de se laisser aller. Prendre un moment pour noter l'énergie dans votre corps, votre présence, avant de bientôt ramener votre présence ici et maintenant. Prendre un dernier instant pour vous et avec une grande inspiration, vous laisser envahir par ces qualités. Et progressivement, à votre rythme, vous pourrez à nouveau imaginer cet escalier qui remonte vers ici et maintenant. Prendre conscience à nouveau des sensations, assis sur votre chaise, de vos sens accrus, éveillés, affûtés. Sentir les présences apaisées autour de vous, votre odorat peut-être aussi. Conscience des sons, de leur mélodie particulière, et vous apprêter à accueillir sensoriellement ce qui va se dérouler devant vous, et à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir parmi nous, dans la salle, pour partager ce moment ensemble et accueillir toutes les sensations qui vont se déployer devant nous. Quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez revenir avec cette présence plus lumineuse, plus intense, plus affûtée. Voilà. Le retour sur la terre ferme va se faire en douceur. C'était comme dit Méglio.
ces deux comparses pour traiter de l'IGP Alpille sont le vigneron Lionel Reynaud et le chef Ludovic Ayot. Voilà. Alors, Ludovic, on vous laisse prendre place dans votre corner cuisine. Et Lionel Reynaud, vous êtes l'ambassadeur de l'IGP Alpille. Alors, racontez-nous, quelles sont les typicités de ce territoire ? Bien, bonjour à tous. Alors, les Alpilles, je pense que tout le monde connaît le nom. C'est cette petite montagne rocheuse au nord des Bouches-du-Rhône qui va de Tarascon à Orgon et qui sépare d'un côté la Crau, au sud, et au nord la Petite Crau. Et le territoire de l'IGP Alpille, c'est ce territoire formé de la Petite Crau et du massif des Alpilles. Donc on est entre le Rhône, la Durance et les Alpilles. Alors, vous travaillez au cellier de Nove, c'est ça? Vous êtes coopérateur? Je suis coopérateur et administrateur à la cave coopérative Le Cellier de l'Or à Nove. Alors, d'où vient ce nom, l'Or? Pourquoi pas Albertine? Ah ben, l'Or, c'est l'histoire de Nove. Nove, c'est donc un village qui est proche d'Avignon, c'est la Durance qui nous sépare. Et Laure de Nove était la fille du chevalier Audibert de Nove, qui a vécu dans les années 1300 et qui a été immortalisé par le poète italien Pétrarque. C'était la muse du poète Pétrarque, et donc dans beaucoup de ses poèmes, il fait référence alors à sa beauté. Et donc sur Nove, c'est vrai qu'on a voulu rendre hommage à cet amour entre Laure et Pétrarque. Et donc notre cave, la cave coopérative, qui a été créée en 1929, s'appelle depuis une vingtaine d'années le Cellier de l'Or. Combien d'adhérents à ce jour ? À ce jour, on est une cinquantaine d'adhérents. Alors, c'est une cave qui a connu beaucoup plus d'adhérents. On est allé jusqu'à 600 adhérents, mais c'était une autre époque. Maintenant, les vignes se sont cantonnées à la colline, et donc en plaine, il y a beaucoup moins de vignes. Le maraîchage et l'arboriculture a laissé la place, a pris la place qu'occupaient les vignes. Lionel Reynaud, est-ce que vous connaissiez Ludovic Ayot? Il a un restaurant à Aix qui s'appelle le bien nommé L'Épicurien. Est-ce que vous le connaissiez? Non, on ne se connaissait pas. Ça a été l'occasion, avec ce festival Hors des Vignes, de se rencontrer à la fois avec Ludovic et avec Com. Et la première rencontre a eu lieu chez Ludovic, qui nous a invités en nous disant « Je vais vous faire découvrir un peu ce que je fais ». Alors, Ludovic, racontez-nous, ce restaurant, vous le tenez avec votre épouse, voilà, Laura, exactement. Qui est une passionnée de vin. Aussi, oui. Qui en fait, si j'ai bien compris. Qui en fait aussi, dans le Luberon, pas sur les Alpilles, mais bon, qui est dans un terroir à peu près similaire, oui. D'accord, c'est important de parler des femmes de chefs, parce que les chefs sans leurs femmes, ils ne feraient pas grand-chose, hein, quand même. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui comme recette? Alors, nous, dans cette idée on a voulu, avec Com et avec Lionel, reconstituer un peu ce territoire, et moi j'ai essayé d'imaginer une bouchée où on retrouve un peu des sensations de ce territoire, notamment par les textures, par les matières, par les saveurs aussi, parce que j'ai utilisé des produits de ce territoire, c'est-à-dire des produits IGP aussi, comme l'épeautre, comme le chèvre, la tomate, l'olive, des produits vraiment de Méditerranée. Les herbes aussi, que j'ai utilisées, que j'ai fait sécher pour colorer cette bouchée que vous allez avoir tout à l'heure et que vous allez pouvoir déguster. Voilà. Donc on a imaginé un astre qui reprend un peu toutes ces caractéristiques, on va dire. Et vous lui avez donné quel nom? C'est comme qui va vous en parler. C'est la colle. Quel nom? C'est le... Jarre. On a donné comme nom à la performance Jardin Intense pour cette idée de microcosme et de macrocosme. Donc Ludovic va assembler le macrocosme, une sorte d'astre, tandis que moi je vais déployer avec les saveurs qu'il a employées une sorte de jardin dans lequel vous pourrez imaginer, à mesure que je l'assemble, à mesure que Ludovic assemble, quel goût ça peut avoir, quelles sont les textures que ça peut avoir. Et tandis que moi je vais le déployer dans l'espace, lui va le ramasser dans une sorte de densité sensorielle, de texture, de goût et d'odeur.
Ah bah alors au travail, hein, il n'y a plus qu'à maintenant. Allez, on attend de voir. Ludovic, dans un restaurant, comment ça se passe? C'est votre femme qui fait le choix des vins, qui fait sa sélection à la carte et qui vous demande d'imaginer les menus et formules en conséquence, ou est-ce qu'au contraire c'est un peu un jeu. C'est un jeu entre nous deux où des fois je vais m'accorder avec le vin, des fois c'est elle qui va accorder le vin avec les recettes et voilà. Après ça dépend beaucoup des goûts des gens, donc on a une palette assez étalée des vins et voilà, on adapte tout ça. Voilà. Lionel, vous avez 52 ans et on est paysan dans la famille depuis des générations. Oui. Oui, moi je suis né dans les vignes. Mes parents, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs. Votre arrière-grand-père est le fondateur, un des fondateurs de la cave. Oui, il a fait partie des membres fondateurs de la cave. Ils étaient une dizaine à l'époque à se lancer en 1929 dans la création de la cave de Nove. Et très vite, cette cave a été reconnue au niveau qualitatif avec une première médaille déjà en 1935 au concours général à Paris. Donc ça fait longtemps qu'on essaie de travailler sur la qualité des produits. Alors, vous avez repris l'exploitation familiale en 2004. Vous faisiez quoi avant ? De toute façon, mon passé agricole, le fait d'être né dans l'exploitation m'a toujours amené vers l'agriculture. Donc j'ai fait des études agricoles, j'ai fait de l'expérimentation en agriculture et ensuite j'ai repris l'exploitation en 2004 lorsque mes parents ont décidé de prendre la retraite parce que je ne voyais pas l'exploitation partir en friche. C'était plus fort que moi, donc j'ai préféré renoncer à certainement un travail beaucoup mieux rémunéré que ce que je fais maintenant. On fait ça par passion plus que pour des raisons pécuniaires quand même. Si on met l'argent au niveau de l'agriculture, c'est pas possible. Donc il faut sortir une motivation et la motivation c'est quand même de faire vivre le territoire. Vous faites du raisin à la fois du raisin de dessert, hein, du raisin de table et du raisin pour la vinification. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une exploitation d'une quinzaine d'hectares avec de la vigne, donc du raisin de table et à peu près 17 variétés de raisin de table. On joue à la fois sur les couleurs en raisin de table, du blanc, du rosé, du noir, du rosé et avec pépé, sans pépé. Donc ça c'est la partie plutôt viticulteur, producteur de raisin de table, et puis ensuite il y a la partie un peu plus vigneron, mais apporteur en cave coopérative et fier d'apporter en cave coopérative. Alors regardez, moi je vois que le jardin de Tence, il est en train de fasciner. À mon avis, ça va Instagrammer, Facebooker toute la soirée, ce genre de photos, ça va. N'oubliez pas l'hashtag, hashtag hors les vignes, si vous mettez ça sur Instagram. Ce sont des végétaux qui ont été ramassés sur le territoire, enfin sur la terre même de votre propriété. Oui, on a voulu mettre vraiment le territoire des Alpilles, amener les Alpilles à Marseille, à la friche. Et ça, c'est un travail vraiment collectif avec Ludovic qui s'est déplacé, puisque certains d'entre vous auront des galets comme support. Les galets, on est venu les chercher au cœur des Alpilles, c'est les galets sur lesquels également travaille Com. Et tous les végétaux sont également issus de l'exploitation, issus des Alpilles, oui. Alors, la distribution des verres a été faite. Cette cuvée, les Caprices de l'Or, elle existe en 3 couleurs, blanc, rouge, rosé. On a pris le parti de présenter le rosé ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est un monocépage, c'est un Cabernet Sauvignon. C'est un Cabernet Sauvignon. Alors, un cépage plutôt sud-ouest, de là-bas, plutôt bordelais. Le Cabernet Sauvignon, comme on aime bien mettre les cépages dans des cases, c'est un cépage du Bordelais. On a l'habitude de dire du Bordelais, mais il aime bien notre climat aussi. On peut faire sur notre territoire des produits bien sympathiques. Et il y a une trentaine d'années, au niveau de la cave, que les viticulteurs sont partis avec ces cépages bordelais, Cabernet Sauvignon, Merlot. Non pas que le Grenache ne soit pas un des cépages rois, mais ça fait partie quand même de produits qu'on a voulu travailler. Et là, depuis donc maintenant
oui, 25-30 ans, on fait ce Cabernet Sauvignon en rosé. Ludovic, ça se passe bien? On en est où sur les bouchées? Ça va, pour l'instant, écoutez, je façonne mes bouchées, donc à l'intérieur... Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est une sauce... Alors le noir que vous Oui. voyez, c'est de l'olive qui est totalement déshydratée, les olives noires, d'accord? Nous, on n'est pas déshydraté avec ce qu'on boit depuis ce matin. Oui, j'imagine. Donc on les fait déshydrater et puis après on va les mixer. Et avec la matière grasse qui est à l'intérieur, donc l'huile d'olive, ça nous donne quelque chose d'assez liquide et d'assez intense, d'assez puissant. Donc on peut enrober donc la croquette avec, et après je vais la recouvrir de chèvre, comme je suis en train de faire. Alors moi là je suis en train de le faire en direct. Normalement je fais des phases où je les fais reposer au frais pour que ça se maintienne mieux. Mais sinon, voilà. Et après, je vais les rouler dans les herbes pour leur apporter les couleurs. Un peu ces couleurs que l'on retrouve dans les Ces Alpilles. couleurs des Alpilles, hein, Voilà. les herbes sèches en été, quand les herbes deviennent un peu paillasses, que le vert perd sa tendreté et devient tout vert gris, etc. Avec les morceaux de bois secs, du romarin, du pin, etc. C'est très joli ce que vous faites. Merci. Oh, c'est très bien. Dans ce genre de recette, comment ça se passe? C'est un échange entre vous trois ou c'est C'est à vous force qui proposez, de discussion, d'échange d'idées, d'échange de ce que chacun aime, de ce que chacun aime partager. Et puis voilà, moi c'est ce qu'il en est ressorti pour ma recette. Voilà, donc après on a dégusté au fur et à mesure, chacun a apporté son avis, du coup j'ai apporté des améliorations. Et voilà. Il a été gentil, Lionel, ou ça, il a été difficile et dur? Il était un peu critique quand même. Critique, hein. C'est critique le vigneron cette année. Lionel, Oui. le rosé, il y a deux manières de le faire, le rosé de saignée, le rosé de presse. Ouais. Est-ce que vous pourriez simplement nous expliquer ces deux façons de colorer le vin? Donc pour faire du rosé, on va partir de cépages rouges. Et la plupart des cépages rouges, en fait, doivent la coloration à la peau, à la pellicule du raisin et non pas au jus du raisin. La plupart des cépages ont un jus qui est blanc. Et pour extraire la couleur, pour pouvoir faire un rosé, ça va dépendre du temps de macération que le jus va avoir. Donc on ne parle pas de vin, on est encore sur du jus de raisin. Le temps de macération entre la pellicule du raisin et le jus. Quand on est en saignée, La couleur et tout, c'est dans la peau du grain. c'est dans la peau. Et au plus on laisse la peau du grain baigner dans le jus, au plus le jus va se colorer. Voilà. Et donc on a deux techniques, la saignée. Donc la saignée, c'est on attaque une vinification en rouge, c'est-à-dire on remplit une cuve et avant que la coloration devienne trop intense, on déleste cette cuve, on enlève la partie liquide et on va la vinifier séparément. Ça, c'est la saignée. Et ce qui reste, c'est le mou. Et alors, tout est du mou, il va en rester dans la cuve. Hein. Le mou, c'est le jus de raisin, ce qu'on appelle le mou. Mais là, il sera beaucoup plus clair, celui-là, et il va permettre de faire un rosé de saignée. Mais les rosés de saignée seront quand même de couleurs beaucoup plus soutenues. Et actuellement, la demande, les gens veulent des rosés de plus en plus clairs. Et pour arriver à ce résultat-là, eh ben, c'est le pressurage direct, c'est-à-dire qu'on fait une vinification, l'équivalent d'une vinification en blanc, avec du raisin noir. Donc on met le raisin directement au pressoir, on presse, on récupère le jus. Le temps de macération aura été très court, ça aurait été celui de la pressée, et donc ce jus sera ensuite vinifié. Et là, le secret d'un bon rosé, c'est la maîtrise des températures. On dit qu'il faut vendanger le matin à la fraîche, mais à la fraîche, vous avez des supporters, à la fraîche, pourquoi ? Mais à la fraîche, ça a plusieurs raisons. Ça permet déjà d'éviter les oxydations. Bon, il faut voir que chez nous, les vendanges, elles sont de plus en plus précoces. On est sur fin août, début septembre, pour des vins rosés. Au cœur de la journée, il va faire 30 degrés. Donc les vins vont rapidement, les mous vont rapidement s'oxyder. Donc en travaillant de nuit, on va limiter cette oxydation, c'est un premier élément. Et le fait de ramasser une vendange fraîche, puisque on devra maîtriser les températures pour faire
un bon rosé. En rentrant une vendange qui sera fraîche, on aura moins besoin de dépenser de l'énergie. Donc il y a un côté aussi environnemental important. Quand la vendange est manuelle, c'est pas possible, mais quand c'est des machines, eh ben on peut dire à la machine, allez, c'est le vigneron qui est dessus, il commence à 3 heures du matin et il arrêtera vers les 9-10 heures sa journée, ça sera déjà une belle journée, quoi. Bon, alors, bonne chose à savoir, un rosé, ça n'est absolument pas le mélange d'un vin blanc et d'un vin rouge. On est bien d'accord ? On est d'accord. On est d'accord. Et alors, on arrive à l'été, on parle de fraîcheur et à l'apéro, c'est le grand débat. On met des glaçons ou on ne met pas de glaçons dans son rosé ? Alors, est-ce que les caprices de l'or supportent un iceberg ? Non, il vaut mieux en garder quelques bouteilles au frais plutôt que de les rafraîchir trop rapidement en mettant un glaçon à l'intérieur qui va diluer le produit, puisque malheureusement le glaçon va fondre et va amener de l'eau, oui. Oui, mais enfin, il y en a qui ne laissent pas le temps au glaçon de fondre. Donc, mais il ne sera pas frais alors. Ah, il ne sera pas frais. D'accord, on ne peut pas tout avoir. Il y a aussi l'option qui consiste à plonger la bouteille dans une fontaine, mais il faut avoir un village, une fontaine et des voisins honnêtes qui vous épargneront le rapt de la bouteille. Je vous emprunte le micro. Où en sommes-nous de ce paysage des Alpilles ? Il me semble que j'ai terminé ce que j'avais envie de faire et j'espère que vous avez pu essayer d'imaginer les associations de goût que pouvaient faire les différents mélanges un peu curieux que j'ai pu faire, mais que vous allez bientôt ou déjà retrouver dans la splendide bouchée, planète, astre de Ludovic. Donc le miel et la tapenade, le thym avec la betterave et toutes ces choses qui vont exploser tôt ou tard et se déployer dans votre bouche. Merci. Alors, on va trinquer parce que quand même, on parle beaucoup, mais on a un peu soif. Ludovic. Merci. Lionel. À tout seigneur, tout honneur. Alors ce vin, pour conclure, une robe claire. Donc un vin avec une robe claire. Alors c'est un vin, moi j'ai produit en partie le raisin, mais derrière c'est tout le travail aussi du maître de chai et de l'œnologue. Et on a eu la chance cette année de travailler avec 2 dames. Et donc qui ont permis l'expression de ces arômes. Alors Caroline et Élise, qui sont à l'origine en cave de ce vin. Donc c'est un vin qui est acidulé, donc ça va donner de la fraîcheur, qui a un côté petit fruit, je pense que tout le monde aura reconnu un petit peu la fraise. Un petit côté bonbon anglais aussi, voilà. C'est ça. Voilà. Et donc très agréable lorsqu'on arrive maintenant au beau jour avec à la fois la bouchée préparée par Ludo, mais aussi pour accompagner des salades et des grillades, tous ces repas légers. Un taboulé, de salade niçoise, un pambagna, enfin là la carte des associations est immense. Messieurs, chin. Santé. Santé. Nous, on va trinquer à votre santé. Merci. Je souhaiterais remercier les élèves de l'école professionnelle et hôtelière de Sainte-Élisabeth à Septème-les-Vallons qui se chargent du service, qui sont avec nous depuis ce matin. Ils font un boulot génial. Ils sont motivés, cool, hyper sérieux. Peut-être plus sérieux que ne peut l'être Ludovic. Nos remerciements aussi, parce qu'on leur doit quand même beaucoup. Je pense à Pierrot, le régisseur, à tous nos techniciens, le son, la lumière, qui font un travail d'accompagnement génial. Et depuis plusieurs jours, donc quand même, il faut penser à eux. Ils sont dans l'ombre, là-haut, ils sont partout. Mais c'est grâce à eux que tout fonctionne. Quant à nous, je vous remercie pour votre présence. On se retrouve à 18h. On va se retrouver encore pour un nouveau trio. La fête commence à monter en intensité. Je vous invite à retrouver dehors les viticulteurs, les carrioles, tous les stands qui vous proposeront de manger. J'ai même vu des chocolatiers. C'est dire si la friche est accueillante aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.